Nous allons commencer cette seconde table ronde. La transition était toute faite à la table de la première. On a posé un petit peu le diagnostic de la maladie, de sa prise en charge, des parcours de soins possibles, et puis maintenant, le quotidien, concilier vie professionnelle, vie étudiante et endométriose. On a mis vie étudiante bien évidemment aussi en avant. C'est l'historique du lab AMI, anciennement MEP pour ceux qui ont connu, SMIREP sur la région parisienne, puisque le lab AMI est né de la fusion de ces deux mutuelles, donc 40 ans d'expertise en prévention santé pour ce public-là, un public fortement concerné, mais pas que. Mais il nous paraissait intéressant aussi de mettre un petit peu en avant ces deux grands profils, puisque la vie étudiante en soi est une vie professionnelle, on le répète assez souvent. Et pour m'accompagner sur cette table ronde, merci beaucoup mesdames. Nous avons donc Claire Desarnaud, associée chez WeCare at Work. Vous êtes également aidante. Vous pourrez effectivement vous présenter un petit peu plus en détail. Une serial créatrice d'entreprise aussi, est-ce que je lis? Vous pourrez nous en parler. Carole Zakarian, sage-femme, mais pas uniquement, maître de conférence, un agenda bien chargé et directrice de l'école des sages-femmes. Très bien. Bérénice Watteau, patiente en activité, avec une formation en soins infirmiers au début, et puis actuellement chargée de projet de prévention à la Maison des Femmes, ici même à Marseille. Donc une présentation un petit peu locale de ce qui peut être fait. Et Fanny Baratin, vous êtes infirmière de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, 15 ans d'expérience, des parcours effectivement dans des établissements notamment situés en REP+, donc sur la diversité des publics que vous avez pu rencontrer, et puis aussi pas mal de spécialisations dans votre parcours d'infirmier. De la même manière que sur la première table ronde, je vous prierai de bien vouloir vous présenter un peu plus longuement et un petit peu sur votre rapport à la maladie, votre approche de la maladie, votre expérience. Très bien, donc du coup je commence. Bonjour à tous, Claire Desarnaud, donc associée de WeCare at Work. On est une start-up de malades au sens propre comme au sens figuré, puisque dans l'équipe on est concerné par la maladie, toutes sortes de maladies chroniques et évolutives, et des proches aidants également, parce que c'est ma situation. J'ai accompagné ma sœur qui a un cancer, et c'est ça qui nous a donné envie de développer des solutions, parce qu'on s'est rendu compte des difficultés rencontrées au travail pour concilier son parcours de soins, sa vie professionnelle, de tous les tabous qu'il peut y avoir au travail. Et donc, on est présent un peu partout en France et on développe des solutions pour accompagner les employeurs et leurs salariés à mieux concilier santé et travail. Bonjour, donc moi je m'appelle Bérénice Watteau. Actuellement, je suis chargée de prévention donc, à la Maison des Femmes de Marseille. Donc, je travaille depuis quelques temps, depuis seulement novembre. Et avant, j'étais étudiante et j'ai eu mon diagnostic d'endométriose au milieu de mes études. Donc, j'ai dû faire face à tous les rendez-vous et continuer ma vie étudiante et puis professionnelle. Donc, je suis là pour un peu parler de comment j'ai pu mettre en place tout ça et comment, grâce à l'aide de ma famille, de mon entourage, j'ai pu continuer. Et aujourd'hui, je travaille. Je suis très contente d'avoir concilié ma maladie avec mon travail. Bonjour, Fanny Baratin. Je suis infirmière à l'éducation nationale depuis une quinzaine d'années. Avant, j'étais infirmière en hospitalier, beaucoup en réanimation. Et j'ai découvert le métier de l'éducation nationale après un changement du fait d'être passée par la case patient, famille, entourage. Et du coup, j'ai découvert le monde associatif aussi à travers une autre association. Je me permets de faire le parallèle, donc c'est l'association SOS Préma, qui vient en lien avec les familles et les équipes soignantes. Et c'est là où je veux faire le parallèle, c'est que cette association qui a maintenant 17 ans d'expérience, on a mis en place des visites bénévoles, on a mis en place l'idée que la place de la famille et du malade doit être respectée au sein de la structure hospitalière. Et ça, c'est très, très important. Et on l'a vu tout à l'heure, où effectivement, EndoFrance démontre qu'ils doivent être écoutés, qu'ils sont des vrais partenaires institutionnels face à une maladie. Donc voilà, moi j'ai découvert l'éducation nationale. Donc on n'y donne pas des biscottes et du sucre. Voilà, je voudrais casser tout de suite les préjugés. C'est un vrai métier. Je suis vraiment une infirmière. J'ai le même diplôme que quand j'étais en réanimation. J'ai passé un concours en plus pour intégrer l'éducation nationale. Et voilà, maintenant je suis en lycée, après avoir fait une dizaine d'années en collège. Maintenant je suis en lycée professionnel. Et c'est vrai que notre place, elle est importante
pour accompagner les jeunes, pour les écouter. On a parlé tout à l'heure sur cette première table ronde de l'écoute. Et cette écoute, elle est indispensable. Et du coup, voilà, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et je remercie l'ABMI de mettre en valeur à la fois les femmes et les hommes par rapport à cette maladie. Merci à vous. Donc moi, je suis Carole Zakarian, donc je suis sage-femme et j'ai plusieurs casquettes parce que je suis enseignant-chercheur à l'Université d'Aix-Marseille. Donc j'ai une grosse activité d'enseignement et de recherche et je dirige l'école de sages-femmes. Donc je peux dire que les sages-femmes de Marseille, en tout cas, sont formées à l'endométriose. Depuis quelques années d'ailleurs. Donc je reprendrai Jean-Philippe là-dessus plus tard parce qu'il s'est un peu éloigné, mais je rétablirai la vérité. Et j'ai une activité clinique, donc 1 jour et demi par semaine, je travaille au centre endométriose de Bouchard. Donc mon rapport à l'endométriose, il est triple, hein, vous l'avez compris. Il y a d'abord l'enseignement et la vie étudiante, parce que je suis très impliquée à Aix-Marseille Université au niveau du bien-être étudiant et en particulier de la reconnaissance de la maladie et de l'information des étudiants. Donc récemment, j'ai fait le tour des services de santé étudiants et j'ai rencontré les infirmiers et les médecins de site pour les former à l'endométriose. J'ai une activité recherche importante centrée sur la santé de la femme et le corps douloureux. Et j'ai mon activité clinique donc, au sein du centre endométriose où là, je travaille en collaboration avec notamment Jean-Philippe Estrade et on travaille à l'élaboration de parcours de soins pour les patientes. Donc j'assure des consultations 1 jour et demi par semaine. Voilà. Merci beaucoup. On peut commencer, si vous le souhaitez, par vous, Bérénice Watteau, sur un parcours qui est assez, quelque part, exemplaire dans le sens exemple. Vous découvrez donc récemment votre endométriose. Est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être un petit peu quelques mots sur, on a parlé un petit peu d'errance diagnostique, de prise en charge. Vous, votre parcours? Alors moi, après plusieurs années... Si, je peux parler peut-être d'errance médicale, mais en fait, dans ma famille, il y a beaucoup de femmes, donc mes sœurs, on est 4 filles et on est 3 sœurs à avoir de l'endométriose et mes tantes également. Donc j'ai été très rapidement, quand j'ai commencé à avoir des douleurs pendant mes règles, j'ai des femmes de ma famille qui m'ont dit que c'était pas normal et qu'il fallait que je consulte, mais j'ai un peu attendu parce que je pensais que non, c'était pas si grave que ça, tant que j'étais pas roulée par terre, parce que j'ai eu des exemples de femmes qui étaient vraiment très douloureuses pendant leurs règles, et moi j'avais des grosses douleurs, mais je minimisais toujours mes douleurs. Et puis au bout d'un moment, ça a commencé à être assez... ça prenait beaucoup de place du coup dans ma vie. J'étais étudiante infirmière, donc j'ai fait un diplôme d'infirmière. Et donc pendant les stages, j'étais très longtemps debout, parce que quand on est infirmière, on est sur le terrain, etc. Il y avait des moments où je me sentais vraiment pas bien. Et donc je suis allée voir un professionnel de santé. J'ai eu de la chance de tomber sur une sage-femme qui m'a écoutée et qui a pris en compte justement, comme on a parlé tout à l'heure, le contexte. Quand j'ai raconté que dans ma famille il y en avait, quand j'ai raconté que j'avais mal à ce moment en dehors de mon cycle également, pendant mes rapports, etc., qui a tout de suite dit vous allez faire une échographie. Et donc le diagnostic a été posé entre guillemets plutôt rapidement quand j'ai vu la première professionnelle de santé à qui j'en ai parlé, sachant que même avant j'avais déjà vu des gynécologues qui me disaient que c'était rien, que c'était normal et que si j'avais mal pendant mes rapports, c'est que j'étais stressée. Et donc ça était quand même... encore une fois, je minimise, mais j'ai quand même rencontré des professionnels qui ne m'ont pas beaucoup écouté, mais ensuite j'ai rencontré une sage-femme. Et donc j'ai été diagnostiquée juste après mon diplôme d'infirmière. Et ensuite, j'ai commencé à faire plein d'analyses, etc. Et j'ai repris des études ensuite, à la suite de mes études d'infirmière, j'ai fait un master en santé publique à Marseille. Et donc, c'était plus sur c'est le moment où j'ai dû prendre plein de rendez-vous avec beaucoup de professionnels de santé différents, où je ne comprenais pas trop qui je devais aller voir, comment continuer pendant mes études. J'ai loupé beaucoup de cours, notamment à cause de ça. Donc, c'était un peu compliqué, mais j'ai eu la chance d'être en études de santé. Donc on comprenait, mes professeurs comprenaient quand j'étais absente, quand je devais m'absenter. Donc ça, j'estime avoir eu de la chance là-dessus sur mon parcours étudiant, où j'étais étudiante en santé, donc qu'on comprenait et mon master, j'avais une particularité. Mon parcours, c'était éducation thérapeutique du patient, donc ils connaissaient encore plus. Donc voilà, j'étais un peu dans une niche de parcours où on connaissait la maladie, mais forcément, ça a eu un impact sur mes études et sur ma concentration pendant mon master. Remontons de manière un petit peu chronologique. Fanny Baratin, vous êtes donc infirmière au départ
infirmière, puis infirmière en collège et actuellement en lycée. Quel type de jeune fille vous voyez venir pour parler de ça? Est-ce que vous en voyez? Est-ce qu'on ose passer la porte de l'infirmerie scolaire pour en parler? Ou est-ce que c'est plutôt vous qui allez au-devant de certaines jeunes filles? Et comment vous arrivez à créer ce dialogue nécessaire? Il y a les deux situations. On a un rôle d'accueil et il est libre, de premier recours, gratuit, anonyme. Et ça, c'est vraiment une place importante qu'il faut tenir. Et du coup, les jeunes filles, oui, viennent. Et toutes les jeunes filles viennent. Celles qui ont mal, celles qui ont très très mal. J'en ai vu une avant-hier. J'étais certaine qu'elle allait m'annoncer autre chose, tellement elle était effondrée, tellement elle était mal. Et en fait, elle était épuisée par ses douleurs. Mais elle était dans un état terrible. Voilà. Donc, après, il faut accompagner. Et je crois que c'est ce qui a été dit, et je l'ai dit un peu en introduction, il faut ce temps d'écoute. Et ce temps d'écoute, l'infirmière à l'Éducation nationale, elle peut le donner, elle peut l'avoir en individuel. On referme la porte, on est en tête-à-tête. Et là, après, il y a un travail de liaison avec la famille, si elle le souhaite, la jeune fille, et souvent elle le souhaite. Parce qu'effectivement, soit on a un peu la chance d'avoir une famille avec cette idée que c'est pas normal de souffrir, mais on a aussi beaucoup de familles où, oui, mais ma mère aussi, elle souffre, et c'est normal. Et c'est là qu'il faut construire, déconstruire des choses, casser des stéréotypes, casser des tabous, et éduquer, apprendre à faire que la santé, parce que c'est notre rôle à l'Éducation nationale, en fait, que la santé est un vecteur de réussite scolaire. Et s'il n'y a pas la santé, il n'y aura pas la réussite scolaire. Donc il faut accompagner ça et démontrer que cette réussite scolaire, elle passera par la prise en compte et l'appropriation de sa propre santé. Et c'est tout l'esprit du LabEMI, en fait. Vraiment, donc ça, on se retrouve sur ce terrain-là. Et après, l'idée, c'est de les accompagner et de questionner. Qu'elles se questionnent. Après, on verra les réponses qu'elles apportent au moment où elles les donnent. Elles nous livreront peut-être pas tout de suite, mais il faudra travailler avec elles. Les douleurs, mais pas que gynécologiques, les douleurs de vie, les douleurs de parcours, on en parlait tout à l'heure, par rapport aux violences, par rapport aux séparations de parents, par rapport aux situations sociales, par rapport à plein de choses. Donc il y a vraiment un millefeuille à ouvrir. Il y a son cœur à donner, un peu quand une jeune fille vient raconter le plus intime, c'est quand même ça, c'est quand même la douleur, c'est quand même une souffrance très personnelle. Mais je crois que voilà, il y a d'autres professionnels comme les sages-femmes. Alors, il y a cette sensibilité peut-être de formation aussi, où on prend ce temps de l'écoute. Et ce temps, il est très, très précieux et il fait la différence. Vraiment. Vous parlez de faire la liaison avec les parents sur le souhait effectivement de la jeune femme. La communauté éducative, quand la jeune fille est obligée de sortir de cours, de s'absenter, c'est vous qui faites le lien avec les professeurs, les chefs d'établissement. Et quel est l'accueil? Est-ce qu'il est plutôt positif, compréhensif, ou est-ce que parfois vous avez toujours ce même regard de « ça passera, c'est rien » Alors, c'est aussi notre rôle, on est là en conseillère de santé au niveau de la direction, au niveau des équipes pluridisciplinaires avec lesquelles on travaille. Donc on a un rôle éducatif aussi avec les professionnels avec qui on est au quotidien. Nous, quand une jeune fille vient nous voir, on est soumise au secret professionnel. On est une profession réglementée et ça se respecte. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas aller raconter au professeur que cette jeune fille, elle a ci, elle a ça. Non. Par contre, je vais pouvoir expliquer que pour l'instant, il y a un aménagement. Pour l'instant, là, elle est douloureuse et qu'elle peut rester peut-être un peu à l'infirmerie. Ou en tout cas, que je vais avoir à la revoir, sans rentrer dans le motif, sans rentrer dans l'intimité de la personne. S'il y a besoin de rendez-vous, on a des liens avec des partenaires aussi extérieurs, avec des consultations, ce qu'on appelle les CPEF. Là, moi où je travaille, il y en a un juste à 5 minutes à pied, c'est juste un miracle. Voilà, ce n'est pas le cas partout. On parle de maillage territorial. Dans le 04, dans le 05, si on parle de l'académie, ce n'est pas les mêmes droits qui sont réservés aux étudiantes et aux lycéennes. Mais voilà, ce maillage, il est important et donc on fait le lien avec les sages-femmes des CPEF, donc, qui sont gérées par le département. Et la consultation, elle est faite soit dans la journée, soit dans la semaine. Et après, voilà, c'est cette première étape de dire, là, moi, je t'écoute, mais par contre, je ne peux pas tout faire. Voilà, je leur dis souvent, je n'ai pas de baguette magique, mais par contre, je sais vers qui t'orienter. Et l'idée, c'est de connaître aussi les professionnels vers qui on oriente. C'est-à-dire que quand je l'oriente vers Laurence, la sage-femme,
je connais Laurence, je sais l'accueil qu'elle réserve. Et ça change tout. Et je peux les accompagner. Vous les voyez revenir justement un petit peu, c'est-à-dire une jeune fille que vous auriez accompagnée au début, revenir et avoir un petit peu des messages ou positifs ou même parfois des conseils en vous disant voilà, j'ai eu ma réponse à ce moment-là. Elle vous identifie toujours comme étant quelque part le premier accès? Alors en principe, oui, c'est le but, à travers donc, cet accueil de premier recours à l'infirmerie, mais aussi à travers les actions qu'on mène dans les classes en éducation, sur le respect, sur l'éducation à la santé menstruelle, à la précarité menstruelle, à la lutte contre les violences, que ce soit le harcèlement scolaire ou les violences sexuelles. Tout ça, ce sont des actions qui nous sont... C'est notre rôle propre, en fait. On est là à l'école pour préparer les futurs citoyens et citoyennes, mais c'est aussi parler de cela devant les garçons, pour que les garçons comprennent ce qui se passe aussi. Mais à travers nos actions collectives, les professionnels de l'éducation que sont les enseignants entendent aussi nos messages. Et voilà, et donc, alors c'est qu'une étape, et toutes les infirmières scolaires, moi je suis en lycée professionnel, donc l'effectif est bien plus petit qu'un lycée général. L'infirmière en lycée général, elle ne peut pas faire toutes les classes comme moi je peux le faire. Donc il nous manque aussi du monde pour pouvoir faire toutes ces actions de prévention. Mais elles sont importantes. Et après, l'idée, c'était aussi de refaire ce travail de liaison. Tu devais aller voir la sage-femme, tu devais aller voir, pour un autre problème, ça peut être le dentiste, l'ophtalmo, peu importe. Je fais un lien, je fais un papier si je n'y vais pas moi-même en l'accompagnant, et je vérifie le retour. Est-ce que tu y as bien été ? Quelle réponse tu as eue? Et retravailler ça et préparer voilà, un peu l'éducation thérapeutique qui va être faite après pour l'endométriose par des centres références, par des applications qui sont fiables, par différentes choses qui vont pouvoir l'accompagner. Et moi, il me faut ces ressources pour faire les liens. C'est ce qu'on appelle un peu un collectif protecteur hein, qui va pouvoir accompagner, c'est-à-dire sensibiliser un maximum de personnes à la situation d'un individu et lui donner plusieurs clés, plusieurs ressources. Alors, d'expérience, effectivement, dans les collèges et les lycées, il y a une structuration assez forte. Et je vais passer à vous, Madame Zakarian, sur le volet plutôt universitaire, puisque le monde universitaire, par définition, est plus déstructuré qu'un lycée. On y vient, si on veut, dans l'absolu ou pas. Les services de santé universitaire, SSU, anciennement SUMS, pour le coup, sont composés, décomposés. Si vous êtes à Lumini, vous n'avez pas forcément les mêmes ressources que si vous êtes ici. Plus grosse complexité. Vous, en tant qu'enseignante et directement concernée, quel est votre diagnostic justement des ressources qui peuvent être possibles au lycée, mais plus complexes dans l'enseignement supérieur? Alors écoutez, ça tombe bien parce que je reviens d'une semaine pendant laquelle j'ai fait le tour des campus pour aller faire des actions, informations sur le cycle menstruel, etc. en amphi pour les étudiants. Donc je suis allée avec mes équipes, hein, il y avait des enseignants, des sages-femmes avec moi et il y avait des étudiants sages-femmes aussi. Donc on a tenu des stands avec de grands utérus en fleurs, en mettant les règles qui font mal, c'est pas normal. Et puis c'était étonnant ces journées parce que j'ai compris quelque chose, c'est qu'il y avait un vrai besoin de formation au cycle menstruel, tout simplement. C'est-à-dire que, et autant pour les filles que les garçons, c'est-à-dire que jeudi j'avais un amphi exclusivement rempli de garçons à Saint-Jérôme, qui étaient venus chercher des informations sur le cycle, sur le syndrome prémenstruel, sur les règles, sur le moment auquel on ovulait. Et ils m'ont posé énormément de questions. Donc je pense effectivement que le nerf de la guerre, il est peut-être au lycée ou au collège. C'est là qu'il faut les informer parce que ça part de là. L'éducation thérapeutique, c'est de comprendre ce qui se passe. Et une fois qu'ils sont à l'université, si nous, on ne se déplace pas sur les campus et qu'on n'organise pas des journées de sensibilisation, formation, il n'y a rien qui est fait pour ça. Les SSE sont à l'écoute, sont très bien formés. C'est du personnel qui est engagé hein, dans les centres de soins étudiants. Le problème, c'est que les étudiants n'ont pas le réflexe d'aller consulter comme ils le font plus facilement au lycée peut-être, où l'infirmière est plus proche finalement. Donc mon diagnostic, il n'est pas terrible, mais il y a plein de choses à faire. On rappelle qu'il y avait une visite médicale obligatoire en entrée d'université qui, quelque part, était censée remplacer avec la disparition du service militaire le fait de ne plus voir des cohortes entières de personnes. Je crois que ça doit être 4% d'étudiants qui font cette visite. Donc on loupe des générations depuis quelques années maintenant, qu'il y avait un acteur, je vais prêcher pour ma paroisse, qui était parfaitement identifié pour faire de la prévention dans les universités
Et les écoles, n'oublions pas aussi les écoles, parce que ça représente 50% de l'offre d'enseignement supérieur. C'était les mutuelles étudiantes, qu'elles ont disparu, que l'assurance maladie fait de la prévention d'une certaine manière, c'est-à-dire plutôt sur de la diffusion très large, mais les structures relais, il n'y en a pas beaucoup, et les moyens d'Evolus sont assez faibles. Si je continue un tout petit peu dans le chronologique, et puis on reviendra bien sûr sur tous ces sujets-là, le monde du travail, on est encore moins organisé de base. On a une visite médicale obligatoire à faire, et après, comment on peut être pris en charge? À qui on peut parler? Alors effectivement, la médecine du travail, il y a des visites obligatoires qui sont programmées, mais qui sont de plus en plus espacées par manque aussi de médecins du travail. Donc ça, c'est un vrai sujet. On n'a pas toujours une médecine du travail interne aussi à l'entreprise. Pour le suivi, c'est déjà de pouvoir savoir qu'il y a des interlocuteurs qui existent et de pouvoir aller les solliciter. On peut demander un rendez-vous avec la médecine du travail entre deux rendez-vous, on va dire, obligatoires. Donc ça, c'est un sujet. Il y a aussi des infirmières au travail. Et puis, il y a d'autres interlocuteurs, justement, auprès desquels on peut se rapprocher au niveau des ressources humaines, au niveau des référents handicap. Il y a aussi un lien entre la santé et le handicap, et des choses peuvent être mises en place, justement, pour accompagner. Donc voilà, et essayer d'identifier et ne pas hésiter à se rapprocher des interlocuteurs quand on est concerné. Et puis pour les employeurs aussi, de pouvoir communiquer sur ce sujet-là. Je pense qu'on en reparlera, notamment sur le congé menstruel. On avait fini là-dessus, si vous avez effectivement une vision à apporter là-dessus. Et alors, du côté directement structure prévue, Bérénice, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu justement la Maison des femmes de Marseille, son rôle dans la prise en charge potentielle, de support d'information, de prévention? Alors, la Maison des femmes de Marseille, c'est un service de soins de l'hôpital de la Conception à Marseille qui prend en charge les femmes qui sont victimes de violences, donc tout type de violence. Et comme c'est un service de soins, la porte d'entrée, c'est le soin. Donc, il y a des gynécologues, sages-femmes, sexologues, des psychologues, psychiatres. On a aussi des assistantes sociales et des avocats qui viennent également tous les vendredis après-midi pour une permanence juridique. Donc les professionnels au sein de la Maison des femmes sont formés, et moi, en tant que je suis chargée de prévention, donc j'anime des ateliers de prévention auprès de publics très différents, donc que ce soit dans les scolaires, mais aussi les universités, et on essaye d'aller dans les entreprises pour parler des violences faites aux femmes, mais aussi faire de la sensibilisation sur la santé sexuelle et affective, pour aussi mentionner le cycle menstruel, la précarité menstruelle, l'endométriose. Oui, c'est mentionné en tout cas, et on essaye de plus en plus d'en parler à travers nos actions qu'on essaye de mener. Mais je suis pour l'instant la seule chargée de prévention à la Maison des femmes, donc c'est aussi difficile de pouvoir aller. J'essaye d'aller au maximum où on peut, mais ça fait que depuis novembre que je suis au sein de la Maison des femmes, donc c'est aussi un début de vie professionnelle. Est-ce que pour toutes les personnes qui nous suivent sur Internet, est-ce que vous pouvez donner d'autres exemples? Il y a d'autres maisons sur le même type ou d'autres structures qui s'en rapprochent? Par rapport aux maisons des femmes, oui. En fait, la Maison des femmes, c'est un label. Donc, il y a plusieurs maisons des femmes en France. Il y en a 17. En PACA, il y a seulement celle de Avignon et Marseille. Et il y en a une qui va sans doute ouvrir à Nice et en Corse aussi. C'est en projet en tout cas. Mais après, il existe plein d'associations sur le terrain qui existent depuis plusieurs années sur les thématiques de violence ou sur les thématiques de santé sexuelle, comme Solidarité Femmes 13, tous les plannings familiales également. Donc il y a plusieurs associations de terrain qui sont là, qui présentent pour parler de ces sujets-là. Et alors, sur le côté sage-femme, de la même manière que sur la table ronde précédente, moi, j'étais plutôt agréablement surpris. J'ai interrogé des femmes d'une vingtaine d'années avant cette table ronde, et j'étais d'une génération où on identifiait beaucoup plus fortement le gynécologue comme premier recours sur ces questions-là, et beaucoup moins la sage-femme. La sage-femme avait un côté très maternité, pour vraiment généraliser. Plutôt surpris, agréablement surpris, parce que le rôle de la sage-femme est de mieux en mieux identifié. Vous, en plus, en tant que directrice de la maison de l'Institut de formation, c'est ça? C'est une école universitaire. L'école, pardon. L'enseignement actuel, justement, vous vouliez revenir un petit peu là-dessus, de l'endométriose, mais aussi de la
parole, de la libération de la parole potentielle des patientes, de la recherche un petit peu. Vous pouvez nous en donner quelques exemples, nous dire quelques mots là-dessus? Ce que je peux dire, c'est que les sages-femmes font de la gynécologie de prévention depuis 2009. Donc vous voyez, il a fallu du temps pour que les patientes intègrent qu'elles pouvaient aller chez une sage-femme faire leur frottis ou leur examen annuel pour la contraception, etc. Et puis les compétences, elles montent en puissance parce qu'on fait face à une pénurie sur le terrain de gynécos médicaux. On a les généralistes aussi qui sont formés à la gynécologie, mais qui ont du mal à s'en emparer parfois. Donc c'est vrai que c'est bien qu'il y ait des professionnels de santé supplémentaires. Après, on travaille beaucoup en réseau. Donc au niveau des études, évidemment qu'il y a une grosse part donnée à la gynécologie aujourd'hui, et ça va aller de plus en plus. Et quand les étudiants sont formés et sortent aujourd'hui de l'école, ils sont capables d'assurer des consultations de gynécologie de prévention et de prendre en charge en premier recours une endométriose parce qu'ils sont formés comme il faut sur cette thématique-là. Et au niveau recherche, c'est pareil. La recherche, quand elle est faite par un médecin ou par un universitaire scientifique, elle va d'abord avoir pour objectif de soigner une maladie, de trouver des traitements, etc. Quand les sages-femmes font de la recherche, et c'est ce qu'on apporte à une équipe pluridisciplinaire de recherche, c'est qu'on va aussi chercher à décrire ce qui est normal, ce qui n'est pas, et quels sont les moyens ensuite pour améliorer au mieux les parcours de santé d'une femme. On fait de la recherche clinique, mais on est aussi orienté sur tout ce qui est physiologique. Et c'est un terrain qui est délaissé en recherche aujourd'hui, c'est-à-dire de simplement décrire c'est quoi le bien-être menstruel. Et le nerf de la guerre, il est là aussi, c'est que le bien-être menstruel, c'est pas un critère de santé pour un soignant aujourd'hui, pas pour tout le monde. On vous demande comment vous dormez, comment vous mangez, on vous demande pas comment se passent vos cycles. Donc même si on met des visites médicales obligatoires et que tout le monde en a une, je suis pas certaine qu'on pose la question du bien-être menstruel à chaque visite. Et là, pour le coup, on revient sur le côté collège et lycée, sur la possibilité de faire de la prévention ou de la sensibilisation. Est-ce que c'est quelque chose d'impossible actuellement de pouvoir parler de ça et de mener des actions dans les établissements? Est-ce que c'est limité à votre rôle ou est-ce que potentiellement des chefs d'établissement, puisqu'ils sont opérateurs de la chose, peuvent se lancer là-dessus? Alors c'est à eux d'impulser tout ça. Nous, on est en tant que conseillère technique par rapport à ça, mais c'est à eux d'impulser. Donc effectivement, un chef d'établissement qui bloquerait tout, bloquerait tout. Voilà, ça s'arrêterait là. Mais il y a des lois quand même qui nous obligent. L'infirmière de l'Éducation nationale, elle a des missions qui sont sorties d'un bulletin officiel de 2015 avec voilà, une consultation obligatoire pour les élèves de 12 ans avec des objectifs. Elle était faite, cette consultation, à hauteur de 70%. Ce qui est quand même énorme comparé aux chiffres annoncés par rapport à ce qui est fait par les médecins. Mais nous aussi, on est en sous-effectif. Et l'idée, c'est pas de faire la guerre entre médecins, sages-femmes, infirmières. Alors, vous n'êtes pas l'Éducation nationale, mais voilà, de se tirer un petit peu la bourre sur ça, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'accompagner les jeunes à travers cette obligation de prendre en compte leur santé, de se l'approprier et d'en faire quelque chose de fort, d'avoir notion des bons, des mauvais comportements, et de travailler leur esprit critique. Quand tout à l'heure, c'est le docteur Estrade qui expliquait que voilà, après l'opération, manger des haribots et boire du coca, a priori, ça agace un petit peu le chirurgien. Voilà, nous, c'est pareil, on est un peu agacé quand on a fait une action sur l'alimentation, sur le sommeil ou sur les écrans, et de voir que c'est pas tout de suite que ça marche. Mais le message, il doit être vu, refait, répété par les professionnels de l'éducation que sont les enseignants à travers voilà, de la transversalité aussi, à travers des textes, à travers plein de choses, plein de thématiques qui sont prises. Et après, nous, alors moi, je suis une grande encolleuse dans mon établissement scolaire, donc j'affiche beaucoup de messages. Je les change parce que quand on passe devant, on ne les voit plus. Donc j'encolle, je décolle, je réencolle. Et ça, c'est pareil, on n'a pas de ressources, si ce n'est par les associations. Voilà, donc on n'a pas de ressources. Alors, on a des ressources officielles sur des numéros verts par rapport aux violences faites aux enfants, où on a l'obligation de les avoir, les numéros d'appel par rapport au harcèlement aussi. Mais par rapport à l'endométriose, nos ressources, ce sont les associations. Donc là, il y a un vrai manque. Et nous, l'idée, c'est vraiment de faire du collectif aussi. Seulement, pour faire du collectif, il faut avoir des moyens humains. Donc il faut soit des partenaires, on peut le faire avec des sages-femmes, avec des associations. Mais là aussi, c'est une volonté. À nous, en tant que conseillère technique, de montrer que cette volonté, elle doit venir de l'institution et de défendre notre job.
parce que c'est notre job, et de tisser des bons partenariats avec des associations, avec des professionnels de qualité, fiables. Alors, à l'Éducation nationale, on ne fait pas rentrer n'importe qui non plus, hein. Il y a une liste d'associations agréées, mais toute seule, on ne peut pas tout faire. C'est juste pas possible. On ne peut pas faire l'alimentation, le sommeil, les écrans, les violences, l'endométriose, la précarité menstruelle. Après, il y a des avancées. Par exemple, dans notre région, tous les lycées sont équipés de distributeurs de serviettes et de tampons hygiéniques gratuits. Voilà. Donc ça, c'est une très, très grande avancée faite par la région. Il faut que ça se développe sur les collèges, parce que en fait, les règles, ça ne commence pas qu'au lycée. Et la précarité, ça ne commence pas non plus qu'au lycée. C'est une avancée, mais par contre, il faut plein de distributeurs. Et il faut aussi des gens qui remplissent les distributeurs. Et l'infirmière, si elle remplit les distributeurs, peut-être qu'elle est moins disponible pour accueillir. Donc c'est un travail, voilà, avec les agents, avec toute une équipe. Mais c'est possible, mais il faut une vraie volonté, et à nous de la lancer, en fait, aussi. Et toujours en parallèle, une entreprise, qu'est-ce qu'une entreprise peut faire véritablement pour le bien-être de ses collaborateurs, collaboratrices sur cette question-là? Plein de choses. Déjà, libérer la parole sur le sujet. C'est la santé au travail, l'endométriose particulièrement, parce que ça touche aux organes féminins, au cycle. C'est un sujet tabou. Donc déjà, parler, que les employeurs puissent communiquer dessus régulièrement. Pas uniquement le jour de la journée mondiale de l'endométriose, c'est très bien, et c'est un début, mais c'est important d'en parler tout au long de l'année, et à tous les professionnels de l'entreprise, y compris les managers, par exemple, qui ont un besoin, qui sont en proximité. Donc c'est important de pouvoir déjà poser le sujet, parler de ce sujet, ça fait partie de la vie. Et comme tout sujet, il faut en parler. Et c'est un sujet d'entreprise. Quand on sait qu'une femme sur 10 minimum est concernée, quel employeur peut fermer les yeux sur la santé et le bien-être de ses collaboratrices et puis de ses collaborateurs aussi. Il y a le sujet de la santé des hommes, évidemment. Donc c'est vraiment important et une première étape. Et là, pour le coup, il y a besoin de ressources, mais via une newsletter, sur un intranet, à différentes occasions, réunions d'entreprise, on peut aborder le sujet et sensibiliser aussi pour, on l'a vu tout à l'heure, il y a beaucoup de préjugés, et donc travailler pour changer de regard. On a tous des préjugés, ça fait partie de la vie aussi, en parler et travailler sur ça, ça aide, et notamment là aussi, c'est des témoignages de personnes qui peuvent être concernées, qui peuvent montrer, parce que souvent on dit ah oui, comme on n'en parle pas, on se rend compte que des personnes sont concernées, et en fait ça se voit pas, on n'aurait pas cru, mais en fait ça se passe, voilà. Donc c'est un premier point, et puis après évidemment d'intégrer ça dans les parcours de formation, des RH déjà, des managers également, qui ont plein de sujets à gérer, mais qui ne sont pas équipés et qui se sentent souvent démunis. Comment gérer la situation au sein d'une équipe, avec les objectifs à atteindre aussi en parallèle. Donc voilà, comment on peut concilier tout ça. La formation est importante aussi. Le chiffre, pour donner seulement 2 chiffres là-dessus, 65% des femmes atteintes d'endométriose disent que cela a un impact négatif sur leur vie professionnelle, et 70% ressentent des douleurs invalidantes. Donc bien évidemment, la vie professionnelle la vie étudiante est aussi impactée en soi. Ces chiffres-là, est-ce qu'ils sont parlants ou effrayants pour un manager? Est-ce que quelque part ça représente un frein, vous, le ressenti que vous avez dans l'action, ou est-ce qu'on accueille ça avec une certaine bienveillance, avec une volonté d'agir? La tendance de ce que vous avez rencontré est plutôt positive ou pas? Je pense qu'il y a une vraie volonté d'agir. Il y a différents événements de la vie qui font qu'on est tous plus ou moins concernés par des difficultés de santé, que ce soit l'endométriose ou d'autres sujets. Après, voilà, il y a un travail à faire, la parole se libère, mais c'est vrai qu'il y a encore du chemin à parcourir, justement, au travail par rapport à ça. Et c'est important, justement, d'en parler, tout simplement, et d'équiper les uns et les autres sur le sujet. Verbaliser, c'est accueillir. C'est ce que j'entendais sur une fameuse vidéo de quelqu'un de connu, public, qui prenait la parole là-dessus.
Alors, verbaliser, oui, accueillir, très bien, mais le rôle des hommes, vous en avez parlé aussi un petit peu, on va aller un petit peu sur tout le monde, peut-être Madame Zakarian sur les hommes, l'approche que vous avez, vous, et dans la spécialité, et même dans le regard. Alors, dans la spécialité, on espère effectivement qu'il y ait un intérêt assez fort, mais de manière un peu plus large, conscient, volontaire. Alors, les hommes, il y en a plusieurs types dans ce cas-là. Alors, en consultation, les patientes, soit elles viennent toutes seules, parce qu'elles... c'est des consultations assez intimes, où on prend du temps. Enfin, moi, je fais des consultations assez longues, elles font entre 30 minutes et 45 minutes, où on parle et vraiment on balaye. Et puis après, derrière, on va décider ensemble d'objectifs, de parcours. Et puis moi, systématiquement, on parle du conjoint ou de la conjointe d'ailleurs, ou de l'accompagnant, et puis je leur propose d'amener leur conjoint à la prochaine consultation pour expliquer. Et souvent, elles le font, c'est-à-dire qu'elles reviennent ensuite avec leur conjoint, à qui je remontre les mêmes planches, et je me sers beaucoup des planches d'Endo-France pour ça, qui a fait des supports très intéressants en consultation. On peut s'en servir. Il y a des schémas et des dessins qui sont faciles à comprendre sur c'est quoi l'utérus, c'est quoi l'endomètre, comment ça se passe, c'est quoi le cycle menstruel. Et puis alors je les vois se décomposer parce que c'est comme si d'un coup ils réalisaient en fait ce qui se passait à l'intérieur du corps de leur compagne. Et le problème de l'endométriose et des dysménorrhées en général, parce qu'il n'y a pas que l'endométriose, c'est que c'est invisible. Parce que quelqu'un qui arrive en fauteuil roulant ou qui a un handicap visible, on va l'accueillir différemment. Quelqu'un qui a un handicap invisible, c'est toujours plus difficile à appréhender. Et puis il y a autre chose qui est vrai, c'est le rapport à la douleur, en fait. Il est là le problème. C'est-à-dire que les gens ne consultent pas parce que c'est tabou, mais parce qu'on leur dit que c'est normal. Et quand on fait une étude sur les 18-25 ans et qu'on leur demande si leurs douleurs sont normales, ben vous avez 40% des nanas qui ont des douleurs anormales qui pensent qu'elles sont normales. Et même pendant les rapports sexuels. Donc on a un gros problème, encore une fois, d'éducation, d'explication, et puis de détricoter ce rapport qu'on a de soutien de la douleur, qui a quelque chose d'héroïque, et celui qui ne tient pas sa douleur, ben c'est quelqu'un qui est faible. Puis c'est difficile de regarder quelqu'un en face qui souffre et d'être en échec thérapeutique et de ne pas pouvoir faire quelque chose pour lui. Donc c'est plus facile de lui dire d'aller voir le psy. C'est ce qui se passe souvent d'ailleurs. On n'a pas abordé d'ailleurs, jusque-là, on n'a pas parlé de soutien psychologique véritablement. On a une approche extrêmement médicale. Vous avez dans les universités notamment des services d'aide psychologique, les BAPU, je pense que ça s'appelle encore comme ça, qui sont totalement débordés. Je crois que le ratio, oui, c'est un psychologue universitaire pour 47 000 étudiants. Il y a beaucoup d'attentes. Donc il y a beaucoup d'attentes. Ça fait un psy pour la ville de Dijon, grossièrement. Donc enfin, voilà, c'est juste absolument ubuesque. Le recours comme ça, est-ce que vous envoyez, vous, potentiellement à la Maison des Femmes ou vous-même là-dessus, ou psychologue du travail aussi, extrêmement compliqué à trouver, est-ce que vous intégrez ce soutien psychologique pour quelque part libérer la parole sur un autre champ que le champ médical stricto sensu? Alors, moi, ça dépend des patientes. Il y en a qui en ont besoin, il y en a qui n'en ont pas besoin. Celles qui en ont besoin, c'est d'abord celles qui ont besoin de faire un travail d'acceptation de la maladie, qui est quand même une maladie chronique avec laquelle elles vont vivre toute leur vie. Et puis, il y a d'autres indications, c'est le règlement de traumatisme, par exemple, qui vont créer de l'anxiété chronique, qui vont favoriser le terrain inflammatoire et l'endométriose. Donc, ça peut faire partie de la prise en charge et du parcours, suivant le profil. Ça peut être une proposition quand je sens qu'elles en ont besoin. Le problème des consultations chez le psy, c'est la prise en charge, parce que ça coûte cher. Et quand on a moins de 25 ans, qu'on n'est pas dans le monde du travail, c'est des consultations qui ne sont pas toujours remboursées. Alors, il y a le dispositif Mon Psy, mais enfin, c'est pas encore très efficient. Et ce qui est difficile pour moi, c'est plutôt de trouver des ressources qui sont abordables pour des gens qui n'ont pas les moyens d'investir dans ces parcours de soins qui sont chers. Parce que la consultation chez la sage-femme, elle est remboursée. Chez les moins de 26 ans, il y a même des consultations prises en charge à 100% où ils ne vont rien débourser. Chez le gynécologue, ça dépend où on va, il y a une partie qui est prise en charge. Chez tous les soins de support, c'est compliqué. Oui, puis il faut déconstruire aussi cet abord. Mais je ne suis pas malade, je ne suis pas fou, je suis pas... C'est le discours chez les jeunes, souvent, et leur expliquer que voilà, quand à un moment, cette douleur qui est intense, si on reste sur l'endométriose, elle t'a figé, en fait, elle t'a bloqué, et tu l'anticipes, et se dire que tout va souffrir autant, tu vas l'anticiper, et c'est terrible.
Et c'est terriblement injuste aussi à un jeune de 15 ans de dire, voilà, c'est ta vie maintenant, avec des évolutions, on l'a dit, avec des passages, mais à ce côté, d'où l'intérêt du psychologique, très dur à un jeune de 15 ans, de dire, voilà, maintenant, ta vie peut ou pas, d'ailleurs, être orientée, réglée en fonction d'eux, d'où l'intérêt des patients experts de libérer cette parole et de trouver quelqu'un d'autre en face à qui parler. Peut-être Bérénice, sur les personnes que vous rencontrez, sur votre propre expérience, est-ce qu'il est envisageable, possible de diffuser ça plus largement en université? Est-ce qu'il est possible de témoigner, d'aller accompagner directement? Est-ce que c'est envisageable? En tant que Patiente experte ou en accompagnement? oui, oui, c'est envisageable. Après, moi, je trouve que, pour rebondir, pour mon expérience personnelle, moi, ce qui m'a aidée, c'est aussi Endo France, parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas vers qui me tourner. Et justement, je les ai vus sur Instagram, sur les réseaux sociaux, et j'ai pu envoyer un message, et j'ai pu avoir une réponse, et je me suis sentie moins seule, on va dire. Mais je trouve que moi, aujourd'hui, je suis encore à cette recherche il y a des événements qui existent en France, mais en PACA, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Et c'est cette rencontre avec d'autres femmes qui ont de l'endométriose pour justement en parler et se dire moi je vis ça, parce que je trouve que en tant que patiente, c'est un peu des éternelles questions. On est tout le temps dans justement moi j'avais 19 ans quand j'ai appris que j'avais de l'endométriose, mais ça veut dire toute ma vie je vais avoir ça. Il y a des alternatives médicamenteuses, mais ça fait des effets secondaires, et tu te poses toujours la question de mais je vais avoir tous ces effets secondaires tout le temps, ou est-ce que ça va aller un moment puis après ça va plus aller. Je trouve que c'est plus cette recherche de trouver d'autres femmes qui sont concernées, et grâce les réseaux sociaux, ça fonctionne, grâce à ces événements comme aujourd'hui où on peut rencontrer d'autres femmes et discuter, parce que je trouve que c'est assez riche aussi, parce que les médecins qui sont formés, c'est super, mais il y en a certains, ils savent pas, ils sont pas comme nous, quoi, ils n'ont pas la maladie, et c'est l'importance des patientes expertes, je trouve, qui est hyper importante. Il n'y en a pas beaucoup. Après, de plus en plus, je sais qu'il y a des DU, etc., qui forment ces patients pour ensuite participer à des formations, par exemple, d'éducation thérapeutique du patient. Mais encore une fois, il faut du temps aussi. Par exemple, moi, dans ma vie professionnelle, j'aimerais bien, si j'ai envie de m'investir en tant que patiente experte, il faut aussi que ça concilier avec ma vie professionnelle, que j'ai envie de mettre de l'énergie et du temps, surtout du temps en fait, mais si on a envie on peut le faire, mais je trouve que c'est aussi pas forcément facile et on sait pas trop vers qui se tourner, et je trouve que c'est bien qu'il y ait ces journées là aujourd'hui. Même pour moi, ça me permet de rencontrer d'autres personnes et de pouvoir essayer de discuter. En fait, je pense que c'est vraiment la libération de la parole, comme on en a parlé, et de rencontrer d'autres femmes qui sont aussi concernées par la maladie, pour se comprendre. Ouais, l'idée de je l'ai vécu, partageons notre expérience, en sachant qu'on est, du moins sur cette situation, que des cas particuliers, mais c'est pas grave, on va se comprendre. Il y a plein de choses. Alors moi, là, je fais le parallèle avec SOS Préma. Une naissance prématurée, il n'y en a qu'une. Celle de la voisine de chambre, ça ne sera pas la même. Mais pourtant, il y a quelque chose. Il y a ce point commun de la douleur, de ces peurs, de ces moments, et c'est ça qu'il faut partager. Et c'est important de donner la parole à celles qui le vivent pour qu'elles aiguillent aussi plus rapidement. Nous, au niveau de l'éducation nationale, on a encore très peu de jeunes filles qui sont diagnostiquées. Elles sont jeunes. Alors moi, l'autre fois, il y en a une, elle me dit « Oui, non, mais j'ai de l'endométriose. » Ah, comment tu as fait le diagnostic? Ah non, mais c'est parce que j'ai mal au ventre. Ah, donc là, c'est pareil, il y a un rôle éducatif. C'est pas parce que tu as mal au ventre que c'est de l'endométriose. Donc il faut réexpliquer. Et effectivement, il y a des grosses lacunes au niveau du cycle, au niveau de l'anatomie et de la compréhension. Mais par contre, voilà, le mot, il est rentré. Les jeunes filles, elles savent, elles connaissent cette notion-là. Elles ne la fixent pas forcément bien, mais elles savent, et du coup, ça va commencer à amorcer des nouvelles générations, et c'est ça l'objectif, faire que les nouvelles générations ne soient plus diagnostiquées à 35 ans, que très tôt, elles soient informées, qu'une patiente experte puisse l'écouter, qu'elles aient une réponse par un Instagram fiable. Là encore, il faut des réseaux, il faut des sites références fiables. Mais voilà, c'est ce qui va faire que ça sera plus tôt et ça sera mieux fait. Et en attendant que cette génération soit dans la vie active,
est-ce que l'espace de travail, est-ce que le lieu de travail, est-ce que c'est un endroit où on peut parler extrêmement intime, extrêmement compliqué, beaucoup d'amalgames, des stéréotypes, des a priori. On en discutait hier avec certaines personnes ici. Il y a le côté certains qui vont vous dire « Ah, bah, c'est une maladie à la mode, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, je vois des gens connus », des choses qui vont énerver véritablement des personnes qui sont patientes là-dessus. On ne peut pas dire ça. Est-ce qu'en entreprise où la parole dans l'absolu n'est pas cadrée médicalement là-dessus, ou par des patients experts, est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que vous avez des exemples comme ça, ou sur d'autres pathologies où il est possible, autrement que par une communication interne, de libérer un petit peu la parole et de pouvoir accueillir ça? Complètement. Alors là, c'est pareil, je ne peux pas dire oui, il faut en parler, parce que c'est un choix personnel déjà. Il n'y a pas d'obligation de dire son endométriose, sa maladie, sa situation de santé à son employeur. Il y a aussi le secret médical qui est important. Mais par contre, c'est certain que, on parlait tout à l'heure de père aidance et de patientes expertes en entreprise aussi. Si une femme sur 10 est concernée, dans l'entreprise, il y a plusieurs personnes concernées. Et donc les échanges aussi, favoriser ces échanges entre salariés concernés, ça peut être aidant, en l'accompagnant évidemment et en le structurant. Mais ça peut être une manière justement d'élargir le sujet. Et pour rebondir aussi par rapport au sujet tout à l'heure, vous parliez de soutien psychologique. Je pense qu'en parallèle du soutien psychologique, il y a le soutien moral. Et en fait, le soutien que peut apporter les proches, mais aussi l'entourage professionnel, d'une manière directe, indirecte, en prenant connaissance justement des situations, ça, c'est un rôle important pour libérer la parole. Et après, si la personne décide d'en parler parce que c'est son choix, elle puisse le faire sans craindre d'être vue différemment, sans craindre peut-être de plus évoluer professionnellement, parce que souvent c'est ça. Pourquoi on n'en parle pas au travail? C'est parce qu'on se dit, si je parle de ma situation de santé, je vais être mise sur le carreau, on ne va pas me regarder comme avant, on ne va pas me donner les mêmes dossiers, je ne vais pas évoluer professionnellement. Alors qu'on l'observe, nous, dans les entreprises qu'on peut accompagner, qui mettent en place des choses. Et ça, c'est quand même la bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore du chemin à parcourir, mais il y a beaucoup d'entreprises qui s'engagent, qui mettent en place des choses. On voit que les bénéfices, ils sont humainement et économiquement aussi importants pour le bien-être des personnes, mais aussi pour la performance économique de l'entreprise. Oui, c'est quelque chose d'assez étonnant, mais on peut mesurer en soi de manière économique le coût de l'endométriose entre le coût du traitement et le coût quelque part sociétal de l'endométriose, ce qui est une approche en soi là-dessus, mais qui peut peut-être parler un peu aux entreprises. On avait fini la précédente table ronde avec le docteur Estrade, notamment sur cette question du congé menstruel. Bien fait, pas bien fait? Est-ce que ça permet de changer, si on le reformule comme ça, un petit peu les mentalités? Est-ce que c'est quelque chose qui peut au moins apporter un nouveau regard sur cette question-là, ou même pas un nouveau regard, un regard tout simplement sur cette question-là? Est-ce que, petit tour de table assez rapidement, c'est quelque chose qui peut aider à sensibiliser, à ramener les personnes, ou est-ce qu'au contraire, c'est un peu une sorte de cache-misère de dire, on a fait ça et effectivement, on ne prend pas les personnes en charge? Petit tour de table si vous souhaitez répondre. Moi, j'ai du mal à trancher cette question. Ça me pose vraiment un problème parce que j'aurais tendance à dire que quelqu'un qui est mal et qui a mal, il faut qu'il reste chez lui, évidemment. Puis après, le systématiser, je ne sais pas si c'est nécessaire. Par contre, reconnaître la douleur, oui, qu'il y ait de l'endométriose ou pas, finalement. Parce qu'il y a aussi le SOPK, et il y a plein d'autres raisons qui font que les femmes ont mal, tout simplement. Alors, quand on a découvert l'endométriose, on a découvert la raison, donc on les a crues, en fait. C'est ça. Mais il y a des pays dans le monde qui ont mis le congé menstruel il y a fort longtemps, et des pays qui sont étonnants. Il me semble que le Japon a mis ça en place dans les années 40 ou 50. Nous, en Europe, on en parle maintenant parce qu'effectivement, j'ai peur que ça soit un peu le cache-misère de dire nous, on a fait ce qu'il faut, on a donné un congé menstruel, d'accord, mais enfin, est-ce que tu as écouté qu'il y avait une douleur derrière? Je sais pas, j'en sais rien. C'est ça, je pense que ce qui est important, c'est l'approche globale. Oui, le congé menstruel peut être utile, mais aussi il peut être mal interprété si le sujet n'est pas accompagné globalement. Parce que si vous imposez à un manager, par exemple, cette mesure, si vous ne l'avez pas accompagné en amont, si vous n'avez pas informé, et puis sur une approche aussi multi-pathologie,
c'est important de... Donc voilà, ça ne peut pas être juste on met ça, parce que pour le coup, ça peut être apparenté à un coût marketing, hein, clairement, ou un cache-misère, comme vous le disiez. Alors que si on approche le sujet de manière globale, quand on sait que 25% des actifs sont atteints d'une maladie chronique, on ne peut pas voilà, juste traiter un sujet avec un petit pansement. Il faut vraiment transformer et adapter le travail, parce que c'est possible. Et ça, on parle beaucoup de l'avenir du travail. Je pense que c'est un vrai chantier au global, hein, pour faire face aux enjeux de société. Et on peut adapter, faire preuve d'agilité. Une personne, plutôt qu'un congé menstruel, lui permettre d'être en télétravail si c'est possible. Évidemment, tous les métiers ne sont pas compatibles. Mais ça, par exemple, ou adapter les horaires de travail, ou se dire, ce jour-là, oui, elle ne vient pas, elle viendra le lendemain. Et en fait, faire confiance. Pas être, c'est vrai qu'en France, on est beaucoup dans la mesure du temps. On arrive à 9h, on part à 18h, on est à son poste de travail, etc. Alors qu'en fait, si une personne, elle est là, elle peut travailler 2-3 heures, mais qu'elle est très efficace sur ces 2-3 heures, et qu'après, elle a besoin de se reposer, d'aller faire une sieste, mais que voilà, son travail et l'équipe autour est accompagnée pour cela, ça se passera bien et ça sera vécu. Ça veut dire qu'aussi, les autres membres de l'équipe se diront, si moi, demain, j'ai un problème de santé ou une difficulté personnelle, parce qu'il n'y a pas que les problèmes de santé, je sais que l'entreprise sera là pour m'accompagner et je sais que j'aurai mon collectif de travail qui sera là aussi pour prendre le relais à un moment, et puis moi je prendrai le relais à un autre moment quand j'en aurai besoin. Donc c'est vraiment cette approche globale qui me paraît essentielle. Alors la question va aussi se poser pour les étudiants lycéens sur lesquels l'adaptation de la charge de travail est forcément différente, mais j'avais réussi jusque-là à éviter l'écueil. Depuis ce matin, j'étais assez content de moi, de la comparaison internationale, et en matière de santé, de prévention, on regarde par exemple toujours côté Canada, voilà, ça c'est un grand classique. Bon, concrètement, il y a des pays qui s'en sortent mieux sur cette question de conciliation entre la vie professionnelle, personnelle, la maladie. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner un exemple ou deux? Je me doute que oui. Je ne sais pas s'il faut rentrer dans ce truc. Je pense qu'il y a surtout des différences entre les pays sur l'abord, effectivement, du bien-être au travail et du salarié dans son ensemble. Et là, je rejoins un peu ce que vous disiez. Et en France, on n'est pas très bon pour ça. Parce que je le vois, moi, pour les grossesses. Il y a beaucoup d'arrêts maladie pendant la grossesse parce que les entreprises n'ont pas adapté le poste à la grossesse. Oui, puis ce congé menstruel, c'est pas ça qui rétablira l'égalité homme-femme. Et il ne faut pas que ce soit un faux semblant ou un faux passe-droit aussi. L'égalité homme-femme, elle est loin d'être acquise. La santé des femmes, il y a des études qui montrent aussi que les femmes prennent bien moins soin de leur santé, par manque de temps, par responsabilité, et ça c'est dramatique. Donc voilà, il faut que... C'est pas le congé qui suivra. Par contre, s'il y a des besoins, oui, il faut savoir pouvoir être arrêté. C'est des droits, en fait. Et les droits des femmes, il faut les respecter et peut-être en faire avancer certains nouveaux ou en garder certains très, très précieux. Mais là aussi, je rebondis, parce que je pense que ce qui est important pour justement agir sur la santé des femmes, c'est aussi libérer la parole chez les hommes. Parce qu'on sait que la santé est d'autant plus tabou chez les hommes, qui sont aussi concernés par des problèmes de santé. Voilà. Mais je pense que ça peut faire écho aussi, parce que nous, on le voit quand on intervient en entreprise, et encore aujourd'hui, je trouve que c'est plutôt équilibré. Mais en général, c'est 80-90% de femmes qui participent, qui sont actives. Donc là aussi, c'est parce que l'homme, il doit être là en bonne santé. Je pense que c'est important de libérer la parole aussi sur ça auprès des hommes. On va libérer la parole à la salle, si vous voulez bien. Transition facile. Question. Merci. Je voulais vous remercier encore pour cette belle table ronde. Et je voulais vous partager un peu mon parcours. Parce que maintenant, je suis à l'Université de Marseille, mais avant, je suis passée par Bordeaux et Perpignan. Et j'ai mes douleurs déjà depuis le lycée, où je n'ai pas été forcément écoutée comme il fallait, peut-être par l'infirmière à l'époque. Et ni à Bordeaux, ni à Perpignan, où on m'a peut-être fait des tests, on m'a mis sous plein de contraception, et ça n'a pas forcément fonctionné, et on n'a pas trouvé grand-chose. Et là, à Marseille, on a mis en place directement un plan personnalité d'éducation spécialisée, donc PPES, pour les étudiants qui ont ces handicaps, handicap invisible ou handicap visible.
Et je ne savais même pas que ça existait alors que je suis dans ma 7e année d'études universitaires. Donc, sans aller à la mission handicap, on ne va pas forcément être au courant et on va se dire, est-ce que des règles douloureuses, c'est un handicap? Mais là, maintenant que ça affecte d'autres organes, je me suis dit que si, oui, c'est un handicap et je n'arrivais pas à suivre les cours comme je le voulais. Et du coup, maintenant qu'il est mis en place, j'ai un stress en moins et j'arrive à prendre du coup plus le temps d'aller vers les bons professionnels, d'avoir des rendez-vous et je vais moins culpabiliser de rater mes cours. Et parce qu'on a mis du coup maintenant mon année en 2 ans, je vais la passer en 2 ans, même si ça fait 7 ans, je vais faire en fait 9 ans d'études, tout ça pour avoir un master, c'est long, mais on m'écoute et on me dit que c'est pas grave et qu'il faut prendre le temps en fonction de soi, en fonction de son corps. Donc voilà, je trouve que l'université d'Aix-Marseille est vraiment bien pour ça. Et j'ai suivi une de vos interventions lundi et c'est vrai que ça fait du bien d'avoir ces affiches, même les collages, c'est très important. Donc voilà, je suis d'accord avec vous. Et merci. qui, dans votre parcours, qui vous a orienté justement sur une prise en charge à l'université? Eh bien, j'ai vu mon médecin généraliste, j'ai vu des kinés, j'ai vu plein de monde et au bout d'un moment, j'avais plus forcément les moyens d'avancer, la part mutuelle, la part sécu. Et on m'a dit, t'as qu'à aller voir auprès de l'université parce que là, il n'y a pas forcément à avancer des frais. Finalement, j'ai dû avoir celle à mutuelle parce qu'elle est compliquée, ma mutuelle. Et du coup, là, super, une sophrologue incroyable qui m'a aidée pour la gestion du stress, pour peut-être les douleurs que j'ai internalisées dans mon corps. Et du coup, je suis très heureuse de cette prise en charge par l'université. Merci beaucoup. Voilà. Alors juste une petite précision, la connaissance de ses droits, c'est super important et c'est ce qui nous manque à tout citoyen souvent. Et autre chose, Endo Sud PACA a juste formé cette année les infirmières de l'éducation nationale de l'académie. Donc c'est tout frais aussi. Donc voilà, donc j'imagine qu'à Bordeaux, il y a quelques années, elles n'étaient pas formées non plus. Mais et c'était voilà. La bonne nouvelle, c'est que ça se structure, ça se met en place. Très bien. Moi aussi, c'est pour vous partager un petit peu mon parcours. Alors moi, c'est l'infirmière du collège qui m'a parlé de l'endométriose. Donc j'ai toujours eu des règles qui étaient très douloureuses. Donc elle m'a parlé de ça. Après, j'ai fait plusieurs examens, donc plusieurs échographies qui mettaient rien en évidence. Sauf l'année dernière, donc une IRM qui a bel et bien montré que j'avais de l'endométriose. Là, en tant que lycéenne, l'aménagement qu'on m'a fait, du coup qu'on m'a mis en place, c'est le tiers-temps pour le bac. Et j'ai constaté que ça m'a énormément aidée pour mon premier bac blanc en décembre. Et je vois que aussi ça va m'aider parce que j'ai aussi une épreuve la semaine prochaine. Et ça va être en période de mes règles. Donc autant vous dire qu'à ce moment-là, je suis ailleurs et je ne suis pas concentrée. Donc de me dire que j'aurai un tiers-temps pour l'épreuve, moi, ça me rassure parce que je me dis, j'ai une difficulté par rapport aux autres, plutôt comparé aux autres qui n'ont pas justement endométriose. Donc, ils ne sont pas forcément pas concentrés, alors que moi, je suis complètement ailleurs à ce moment-là à cause de la fatigue et des douleurs. Donc je me dis, ça va. Du coup, je voulais savoir, vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé que le médecin scolaire vous a refusé pour une élève d'avoir ce tiers-temps, ou est-ce que c'est vraiment accordé à toutes les personnes, à toutes les étudiantes qui ont de l'endométriose ou pas? Alors, merci de la question. On peut mettre en place des aménagements en fonction des difficultés. Il faut un certificat médical ou d'une sage-femme. Il faut une attestation qui demande en fait ce tiers-temps. Suite à ça, en fait, ça va être rentré dans un logiciel qu'on appelle Amex, qui est rempli par les familles. On remplit cette demande d'aménagement et là, ça passe en commission médicale au niveau de l'académie. Et c'est cette commission qui va acter l'accord ou le refus de cet aménagement. D'accord ? Donc, en fait, en principe, si c'est justifié médicalement, cet accord, il va être fait. D'accord ? Okay. On n'est pas sur des choses où il faut des bilans d'orthophonie, des DIS, des choses plus complexes. Après, pour un diabète, il y a un tiers-temps, il y a un temps de soins. L'idée, là, c'est de te conseiller d'avoir les médicaments qui vont te soulager, de peut-être anticiper la prise pour se dire, vu que tu sais que ça va arriver, de ne pas attendre que la douleur soit trop forte pour pouvoir rester concentré et réussir tes examens. En tout cas, bon courage. Merci beaucoup. Et en tout cas, le témoignage que vous livrez
hyper important et exemplaire là-dessus, c'est le fait de mieux vaut être en temps aménagé en soi pour être plus efficient. C'est valable au collège, au lycée et dans le monde du travail. Et il faut le faire comprendre à tout le monde. C'est que parfois, savoir prendre du temps permet d'être meilleur, tout simplement, permet d'être là où il faut être. Donc, je pense qu'il y a un très bon message à diffuser. Et effectivement, bon courage. Merci On a passé beaucoup. tout ça il y a longtemps. Merci. Alors moi j'ai une petite question. Déjà merci pour les tables rondes. Vous parliez que vous intervenez, alors vous dans les lycées, vous dans les universités. Alors moi je travaille à la ville de Marseille en tant qu'ATSEM. Donc on est très nombreuses comme femmes. On est nombreuses aussi, je suppose, à souffrir de ça en parlant avec mes collègues. C'est compliqué parce que même entre nous, on ne se soutient pas forcément. On nous dit oui mais tu n'as pas envie de travailler. Tu t'arrêtes souvent. Donc déjà, on parlait de libérer la parole, même au niveau des hommes, mais nous, déjà entre nous, on n'est pas solidaires à ce niveau-là. Et je voulais savoir s'il n'y avait pas quelque chose qui pouvait être fait au niveau de la ville de Marseille pour que justement, il y ait une prise en charge, une reconnaissance, parce que nous, on est quand même toute la journée debout, on ne peut pas faire du télétravail. Qu'on ait mal, pas mal, ben, on avance. On porte les enfants, on se baisse à leur niveau. Je pense notamment aussi aux collègues des crèches. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui pourrait être fait en partenariat avec la ville pour pouvoir prendre en charge leur personnel, quoi? Moi, je pense que tout est possible. Hein. Mm. Il suffit de trouver un interlocuteur et d'aller le voir et puis de proposer les choses. Hein. À l'université, on a fait comme ça. Si on attendait que les choses s'organisent... Parce que moi, quand j'ai commencé à parler de ça à l'université, on m'a dit, bon, on voit pour l'année prochaine. Je fais, non, on le fait dans fin mars, là. Il faut y aller. Enfin, voilà, faut y aller, prendre les rendez-vous et le faire, c'est tout. Mais nous, comment faire, à part peut-être prendre rendez-vous à la médecine et leur en faire part, mais ça, c'est un homme déjà, donc il nous regarde, quand il demande si ça va. Ben, on est un peu fatigué. Oui, mais c'est normal. Oui, mais enfin, vous n'êtes pas sur le terrain avec nous. Et ils ne comprennent pas. Ils nous regardent comme si c'était normal, quoi. Donc, je ne me sens pas forcément écoutée et il n'y a pas de solution, quoi. Peut-être des exemples que vous avez eus? Oui, bah justement, je pense que, comme vous l'avez dit, de pouvoir déjà exprimer. Et ça, souvent, c'est compliqué de faire ce pas-là. Mais je sais qu'à la ville de Marseille, il y a une mission handicap, par exemple. Vous pouvez les contacter, vous rapprocher, ou d'un référent peut-être en proximité. Ça les fait rire. C'est des femmes, mais ça les fait rire. Elles trouvent que je m'arrête trop souvent. Ouais, vous avez essayé déjà de... Oui, ils m'ont dit, oula, mais toi, de toute façon... voilà. Donc, et après, c'est un travail, là, pour le coup, de sensibilisation au niveau direction. Oui. Effectivement, et donc là, ça peut être aussi des partages entre fonctions publiques, mais je pense que déjà d'exprimer peut-être une situation, un besoin, ça peut être aussi un RH de proximité, par exemple. Oui, vos représentants, le personnel, les syndicats. Oui, les syndicats, à la limite. Exactement. Faire valoir ses droits. En tout cas, en parler pour dire, voilà, il y a ces situations-là, parce que ils n'en ont pas toujours conscience, hein, clairement. C'est pas de la mauvaise volonté, souvent. Il n'y a pas de sujet parce que, effectivement, on n'a pas de remontée non plus. Donc, je pense qu'il y a une part de responsabilité aussi pour faire exister le sujet. Interpeller les élus aussi. On a peut-être, Inès Benamor qui intervenait, qui a peut-être un élément. C'était juste pour vous dire que début avril, on a rendez-vous avec la maire adjointe de Marseille. Et je pense que vous devriez venir avec moi. Ça sert à ça, ces tables rondes. Mais non, mais si vous souhaitez prendre effectivement vos contacts, et la chose est très importante, et les élus sont aussi là effectivement pour écouter la population, les administrés, mais aussi leur personnel, c'est logique. Madame. Bonjour. Déjà, je vous remercie pour ces tables rondes, elles sont magnifiques et ça fait du bien. Moi, j'ai été diagnostiquée de l'endométriose à 23 ans, donc en 2018. À l'époque, j'étais étudiante à la fac d'Aix-Marseille à Saint-Jérôme. J'ai fait des études scientifiques, donc j'avais énormément... Enfin, je ne les ai pas finies d'ailleurs parce que j'avais énormément d'études, de travaux pratiques, donc des 4 heures, 5 heures debout, ce qui était impossible pour mon cas. Et
travaux pratiques, vous-même, vous savez, être absente en travaux pratiques, c'est être pénalisé à l'année. J'ai dû arrêter mes études. Et entre-temps, du coup, ça me fait du bien d'entendre que maintenant, à Aix-Marseille, ils ont mis en place ces dispositifs-là pour mettre au courant les étudiantes qui sont écoutées, qui ont du soutien. Ça me fait énormément du bien. Et entre-temps, j'ai repris mon master à la fac de Montpellier. Et là aussi, c'était pénible, mais vraiment. J'ai fini mon master l'année dernière, je ne sais pas, 10 ans plus tard après mon bac, mais au moins je l'ai fait. Et je voulais savoir si vous comptez mettre en place le dispositif que vous avez maintenant à Aix-Marseille avec les autres universités, parce que là aussi, à Montpellier, ça a été très dur. J'étais énormément absente et j'étais pas souvent comprise. Bon, j'ai eu un peu de chance parce que mon responsable de master, c'était une femme et qui est un tout petit peu à l'écoute. Du coup, j'ai eu un peu de chance, on va dire. On m'excusait des fois, mais il fallait tout le temps prendre rendez-vous chez le médecin pour justifier mon absence en TP, ce qui n'est pas totalement faisable, c'est dur. Du coup, je voulais savoir si vous comptez, je ne sais pas, mettre en place avec les autres universités des services d'écoute ou quelque chose comme ça pour les étudiantes, parce que... Le problème que j'ai, moi, c'est que je veux tout faire et qu'après, je n'ai pas le temps. Trop fort. Donc, ce que j'ai compris, c'est que j'avais un angle d'action, c'était la recherche. C'est-à-dire que si j'arrive à montrer que ce bien-être menstruel, il est lié à la qualité de vie des femmes, qu'il y ait de l'endométriose ou pas, peut-être que derrière, ça descendra de là, en fait, d'avoir... Donc, il faut publier, en fait. Et c'est pour ça que, pour moi, la recherche, elle est importante, parce que c'est de là qu'après, on peut argumenter une loi et qu'on peut argumenter une obligation qui est nationale. Parce que... il y a 36 écoles de sages-femmes en France, mais elles ne sont pas toutes universitaires, elles ne sont pas toutes impliquées, tout le monde n'est pas sensible de la même façon. Voilà, après, on a envie de tout faire, mais c'est compliqué. Et je pense que ça peut être une idée de cibler, en fait, finalement, la recherche pour se servir de ça, publier, faire prouver des choses pour qu'ensuite on puisse derrière appliquer et des lois et des obligations. Merci. Et n'hésitez pas à dire à Montpellier que ça existe à Marseille. Ça fera de la pub à Marseille. Et puis vous pourrez dire, nous, on exige la même chose. Et c'est comme ça que ça fera l'effet boule de neige. J'ai eu une mauvaise expérience avec la fac de Marseille. Je m'en excuse parce que j'ai pas été écoutée. Mais oui. Du coup, je pense pas que je pourrais faire de la pub à Marseille. Mais... Avec ce qu'ils font maintenant. Franchement, c'est admirable. Je suis tout à fait surprise et je suis contente parce que... J'ai vécu. Et félicitations pour votre parcours. Dans Aix-Marseille, après, il y a pas. Là, on a parlé des facultés, mais hier, j'ai vu une étudiante à Aix qui était étudiante infirmière d'une école périphérique, donc elle n'était pas d'Aix, donc je ne dirais pas le nom. C'est terrible ce qui se passe dans son école avec sa direction, qui n'écoute pas et qui lui dit limite qu'il faut qu'elle arrête ses études parce qu'elle est handicapée, quoi. Voilà. Faut nous les envoyer, ceux-là. Alors, je peux vous dire que, par contre, là, j'ai demandé un rendez-vous à la directrice. Mais, donc, c'est Aix-Marseille, oui, mais seulement sur la fac. Pour l'instant, il y a beaucoup de formations qui sont encore à l'âge préhistorique. Oui. On prend les 2 dernières questions. Bonjour à tous, je m'appelle Sarah. Je voulais apporter mon expérience et ce que j'ai pu mettre en place pour concilier vie professionnelle et l'endométriose. Comme la dame qui est là-bas, donc j'agissais en qualité d'auxiliaire de crèche. Pareil, en mi-temps, je ne me suis pas sentie comprise. Je n'étais pas diagnostiquée à ce moment-là, donc je disais juste très bêtement j'ai mes règles, je ne peux pas venir. Quand on me faisait culpabiliser de mon absence, etc., au bout d'un moment, j'ai décidé de faire une rupture conventionnelle. Donc moi, à contrario, je n'étais pas à la ville de Marseille, j'étais dans le privé. La seule solution que j'ai trouvée pour concilier ma vie professionnelle et l'endométriose, c'était juste de créer mon emploi à moi en ouvrant une auto-entreprise où j'organise mon planning. Je travaille toujours en crèche parce que je n'avais pas envie de changer. Mais du coup, je travaille par tranche de 2 heures maximum. Alors, il y a des désavantages à ça, mais au moins, je sais que ça me permet de pouvoir concilier et ma pathologie et d'éviter des crises de douleur et d'éviter d'être surmenée psychologiquement et de le prendre d'un autre point de vue. Voilà.
Merci, très beau témoignage. Et est-ce que vous, juste en question, vous en avez parlé autour de vous à d'autres collègues qui potentiellement auraient eu ça? Est-ce que vous pouvez le mettre en avant, ça? Oui, j'avais expliqué, en fait, si vous voulez, le matin, quand j'appelais en expliquant que je ne pouvais pas venir, on me disait, mais tu te rends pas compte, là, je suis seule, il faut venir. Et quand je venais, que je n'étais pas à 100% de mes capacités physiques, encore une fois, avec des tout-petits, on est obligé de se baisser, de porter, d'être assise, de se relever. Il y a une pénibilité physique, même s'il y a pire. C'est pas possible, avec des douleurs, d'aller travailler, encore plus quand on n'est pas diagnostiqué. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, où j'arrive à capter plus de choses sur mon corps parce que je suis diagnostiquée, il me serait impossible de m'imposer du 60 heures comme j'ai pu faire avant, même quand j'ai travaillé dans la petite enfance, mais chez moi en assistante maternelle. En 60 heures, ce n'est pas possible pour moi. Et je ne vois pas ce que peuvent faire des entreprises. En crèche, je travaille aussi avec la ville de Marseille. Donc j'interviens dans les crèches marseillaises aussi pour de l'éveil. Et je ne vois pas ce qu'elles peuvent faire, que ce soit pour moi ou pour les ATSEM ou les auxiliaires ou les EJE. D'ailleurs, j'ai intervenu en crèche il y a 2 semaines donc, pour travailler 2 heures avec ma perf d'ACUPAN. Donc c'était ma responsabilité et c'était mon choix. Mais peut-être que si j'étais salariée, j'aurais dû faire 8 heures. Là, je savais qu'après, je pouvais me reposer, c'était mon choix. Mais je sais qu'en tant que salarié, on vous fait culpabiliser, on ne met rien en place et si tu n'es pas contente, ben, tu t'en vas en fait. Et enfin, si c'est une démission, il n'y a rien derrière. Et des belles choses à dire pour la mairie de Marseille. Oui, juste par rapport à ça, je pense qu'il peut y avoir des choses mises en place par l'entreprise, mais là c'est toujours pareil, c'est l'adaptation du travail de manière générale. Dans un exemple parallèle, mais on travaille avec des banques et elles ont mis en place, quand il y a des salariés comme ça qui doivent s'absenter, puis souvent ça peut être du jour au lendemain, on ne peut pas toujours l'anticiper, des équipes volantes qui viennent pour... et donc ce type de pratique, et ben ça fait ses preuves et il y a eu des tests qui sont mis en place. Et donc typiquement dans les crèches, il pourrait y avoir des équipes volantes qui viennent justement pour... parce qu'on a conscience aussi pour l'entourage professionnel, c'est pas évident. Si votre collègue elle se retrouve à gérer les enfants, voilà, il faut aussi prendre tout ça en compte et que chacun il soit gagnant. Une dernière question, madame. Alors, c'était une information à Montpellier, à l'université Paul Valéry. Un syndicat étudiant a obtenu le congé menstruel pour les étudiantes. Elles ont droit à 10 jours d'absence non justifiée ou en raison des douleurs. Ils sont en train d'essayer de faire la même chose. Ils viennent d'être élus dans les autres universités, donc là, ils vont essayer de mettre en place les mêmes choses. Mais il y a quand même des choses qui avancent et je pense que les syndicats étudiants peuvent beaucoup aussi accompagner en fait, dans cette obtention de droits. Ça se fait, c'est déjà en place à Rouen, à Bordeaux et une autre ville depuis peu, depuis 1 an ou 2. Mais c'est en train de se mettre en place. Et encore une fois, comme pour les associations de patientes, ça part de la base. Voilà. Très belle initiative à faire connaître aussi sur l'intégralité du monde universitaire et de l'enseignement supérieur. Merci beaucoup, mesdames, pour vos interventions. Si vous le souhaitez, vous êtes les bienvenus pour déjeuner. Il y a un buffet qui est juste derrière. Ça vous permettra effectivement de pouvoir parler un peu plus avec nos intervenantes. Et sinon, on se retrouve à 14h15 ici pour la 3e table ronde. Merci beaucoup. Merci. Merci.